Penses-tu que la science et l'histoire sont ennuyeuses? D'une nouvelle cité des morts découverte en Égypte à une mousse presque indestructible, voici 20 choses découvertes par les scientifiques qui ont surpris le monde entier. Numéro 20. La cité des morts. L'Égypte est connue pour ses nécropoles et les centaines de tombes disséminées dans toute la région. Il semble vraiment que les anciens Égyptiens accordaient une grande importance à la mort, à tel point que nous continuons de découvrir des cités des morts, les unes après les autres. Récemment, des archéologues ont découvert une nécropole en pleine expansion, située près d'Assouan, qui contient plus de 300 tombes. Tu te dis sans doute que ce n'est pas énorme, mais on estime que chaque tombe renferme entre 30 et 40 momies. L'ensemble de la nécropole s'étend sur environ 270 000 pieds carrés impressionnants, avec les tombes disposées sur 10 terrasses, créant une structure en couche de lieu de repos éternel. La nécropole reflète également la hiérarchie de l'Égypte ancienne, les personnes de statut supérieur étant enterrées sur les terrasses supérieures, tandis que les classes inférieures reposaient à la base. Les cimetières datent d'une période comprise entre le 6e siècle avant Jésus-Christ et le 9e siècle après Jésus-Christ, couvrant environ 900 ans d'utilisation. Pendant 9 longs siècles, ces tombes ont servi à la population pour enterrer leurs morts, génération après génération, dans l'espoir de passer paisiblement dans l'au-delà. La recherche est dirigée par Patricia Piacentini, de l'Université de Milan. L'équipe a souligné que, tout en cherchant à en apprendre davantage sur la vie des momies enterrées dans la nécropole, elle veillera à adopter une approche respectueuse. Numéro 19. Le dôme rocheux géant qui s'élève au-dessus du désert. Si tu observes le désert du Sahara depuis l'espace, il se peut que tu remarques une immense formation au sol. C'est l'œil du Sahara. Cette formation massive située en Mauritanie possède un diamètre impressionnant de 50 km et ressemble à un gigantesque œil de bœuf vu d'en haut. Le fait est que, au départ, nous ne savions pas comment cette formation s'était créée. Nous avons d'abord pensé qu'il s'agissait d'un cratère d'impact laissé par une météorite, ou peut-être de quelque chose qui s'était formé naturellement au fil du temps. Ces dernières années, les chercheurs ont finalement découvert comment s'est formé l'œil du Sahara. Il y a environ 100 millions d'années, lors de la dislocation du supercontinent Pangée, l'activité volcanique a forcé le magma à remonter des profondeurs de la croûte terrestre, formant une structure semblable à un dôme. Lorsque l'activité volcanique a cessé, l'érosion du haut-vent et anneau a sculpté le dôme. Pour cette raison, cette formation se compose de plusieurs types de roches, y compris des roches sédimentaires comme le grès et le calcaire, ainsi que des roches dignées telles que la rhyolite, le gabbro et la caberlite. Les différentes vitesses d'érosion de ces couches rocheuses au fil de millions d'années ont donné naissance aux crêtes et vallées circulaires distinctives que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, l'œil du Sahara sert de point de repère pour les astronautes et de destination pour les touristes aventuriers. Accessible grâce à des accords de voyage locaux en Mauritanie, les visiteurs peuvent explorer le désert environnant et même effectuer des excursions aériennes pour admirer cette magnifique formation géologique dans toute sa splendeur. Numéro 18. Il confond le corps d'une fillette avec celui d'un guerrier. En 1988, les archéologues ont mis au jour des restes remarquablement bien conservés, dans ce qui est aujourd'hui la République de Touva, en Russie. Au départ, ils ont cru que les ossements découverts appartenaient à un adolescent qui avait vécu comme un jeune guerrier. Mais pas n'importe quel guerrier, un guerrier amazone. Ces grands combattants mentionnés et connus pour leur force et leur courage dans la littérature grecque. Cependant, ces dernières années, les chercheurs pensent que l'identification initiale des restes pourrait être erronée. Le guerrier n'était pas un garçon, mais une fille de 12 ans. Le lieu de sépulture de cette jeune guerrière amazone était exceptionnellement bien conservé, ce qui a permis aux chercheurs de découvrir des détails significatifs sur sa vie et son statut. Elle a été retrouvée avec une remarquable variété d'armes, parmi lesquelles un arc en bouleau d'1 mètre de long, une hache, et 10 flèches fabriquées à partir de divers matériaux, tels que l'os, le bois et le bronze. Ces artefacts suggèrent qu'elle était très habile au combat, une caractéristique que des historiens anciens comme Hérodote attribuaient aux Amazones. Avant cette découverte, nous pensions que les mythiques guerrières amazones n'étaient rien d'autre que de la fiction. Avec l'enterrement de cette jeune femme, nous réalisons désormais que ces puissantes et redoutées guerrières
ont réellement existé il y a des milliers d'années. Numéro 17. Découverte d'une mousse presque indestructible, capable de survivre aux rayons gamma. Imaginez un être vivant capable de survivre à une radiation gamma mortelle, à l'azote liquide glacé, et à une déshydratation extrême. Est-ce Superman? Nous parlons d'une espèce de mousse récemment découverte par des chercheurs. Sanfrichia canimervi, que l'on trouve couramment dans des environnements hostiles comme le désert de Mojave et l'Antarctique, a démontré cette incroyable résistance. Les scientifiques étaient tellement intrigués par cette espèce de mousse que les chercheurs l'ont soumise à une série de tests extrêmes, y compris une exposition à l'azote liquide, à moins 196 degrés Celsius. Pendant 30 jours, la mousse non seulement a survécu, mais elle s'est aussi rétablie et a développé de nouvelles branches. Après cette expérience, les scientifiques ont décidé de déshydrater la mousse, au point qu'elle se ratatine et devienne noire. Pourtant, elle est revenue à la vie en quelques secondes après réhydratation et a repris son activité photosynthétique complète en quelques minutes, si bien que les scientifiques ont décidé d'augmenter encore la dose. À peine 4 degrés, l'unité de dose de radiation sont mortelles pour l'être humain. Mais cette mousse peut survivre à des doses non pas des centaines, mais des milliers de fois supérieures à la dose mortelle pour l'homme. Il a fallu 4000 degrés pour que cette mousse soit affectée par la radiation. Ce niveau de résistance à la radiation n'a pas d'équivalent parmi les organismes connus. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Eh bien, compte tenu de son incroyable résistance, cette mousse pourrait jouer un rôle clé dans la future exploration spatiale, en particulier dans les efforts de terraformation de Mars. Les chercheurs ont soumis la mosquée à des conditions qui imitaient l'environnement martien, notamment des fluctuations de température extrêmes et des niveaux élevés de radiation. Avec le temps, nous pourrions être capables d'utiliser cet organisme pour rendre littéralement la planète rouge habitable. Mais c'est pas génial? Numéro 16. L'arbre marcheur en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, il existe un arbre populairement connu sous le nom d'arbre marcheur. Ce n'est pas un arbre qui se déplace littéralement, mais il donne l'impression de faire un pas à cause de sa forme particulière. Cet arbre, officiellement appelé le Rada du Nord, a une hauteur impressionnante d'environ 105 pieds, ce qui le distingue dans le paysage naturel. Grâce à sa taille et à son originalité, il a remporté le prestigieux titre d'arbre de l'année en Nouvelle-Zélande, pour l'année 2024. L'arbre marcheur est un sentinelle solitaire, qui se trouve dans un pâturage ouvert près de Karamea, sur la côte ouest des îles du Sud. Ses racines proéminentes, qui ressemblent à des pattes, et ses branches étendues lui donnent l'illusion de marcher à travers le paysage, créant une scène digne d'un conte de fées. En plus de son apparence unique, cet arbre est également ancien, car on pense qu'il est un vestige d'une forêt qui a été abattue il y a environ 150 ans. Aujourd'hui, il se dresse comme le seul survivant de son espèce dans la région, préservant ainsi un fragment de l'histoire naturelle de la Nouvelle-Zélande. La famille d'agriculteurs, qui possédait la terre à cette époque, a dû reconnaître son importance et a décidé de la préserver, ce qui a permis à cet arbre de devenir la merveille naturelle qu'il est aujourd'hui. Au fil des années, il a été le témoin du passage des saisons, de générations de personnes, et de l'évolution du paysage qui l'entoure. Sa présence majestueuse et sa résistance au fil du temps en font un symbole de persévérance et d'adaptation, inspirant tous ceux qui ont la chance de l'admirer en personne. Numéro 15. Les experts recréent la bière de l'Égypte antique. Si les Romains savaient sans aucun doute comment s'amuser, les anciens Égyptiens savaient eux aussi se détendre et profiter de la vie. En plus de leur rassemblement, ils étaient fiers de leur cuisine, et aussi de leur bière. Récemment, un brasseur de lutin nommé Dylan Ensedonel a réussi à recréer ce que buvaient les anciens Égyptiens lors de leurs réunions sociales, en utilisant une recette égyptienne vieille de 3500 ans, pour brasser de la bière. Ensedonel a commencé son aventure en étudiant le papyrus Héber, un ancien document rempli de recettes médicinales et de recettes de bière. À partir de ce document, il a sélectionné les ingrédients les plus couramment mentionnés, notamment des dattes du désert, du cidre yéménite, du miel, du cumin noir et de l'encens. Compiler la recette était une chose, mais retrouver les ingrédients s'est avéré plus difficile. Les figues de sycomore, en particulier, étaient difficiles à trouver.
Mais, avec l'aide d'amis et de chercheurs, Encetonel a réussi à se procurer tous les composants nécessaires. Il a utilisé de l'orge pourpre égyptienne et du blé anidonier, des céréales traditionnelles de l'Égypte ancienne, comme base pour sa boisson. Le processus de brassage s'est déroulé dans le jardin de Encetonel, où il a utilisé un système à 3 cuves pour produire environ 10 gallons de bière. Il a appelé la boisson finale cyanure-aigre, et la saveur était indéniablement unique. Elle était acide et légèrement florale, avec une saveur unique que les gens de l'Antiquité auraient sans doute davantage appréciée. Ceux qui ont goûté la boisson ont affirmé que la saveur ressemblait à celle d'une gauze allemande, avec un taux d'alcool de 5% et des notes d'abricot. Numéro 14. Un jardin vieux de 2000 ans appartenant à un tyran. Récemment, des archéologues ont découvert un jardin vieux de 2000 ans lié au célèbre empereur romain Caligula, un tyran notoire de l'Antiquité. Les vestiges des jardins ont été découverts pour la première fois par des ouvriers du bâtiment près du Vatican, lors d'un important projet visant à créer une place piétonne, reliant le château Saint-Ange à la basilique Saint-Pierre. Au lieu d'un terrain plat, ce qu'ils ont découvert, ce sont les vestiges des jardins, de leurs murs et de leurs fondations, ainsi que divers artefacts laissés par des personnes qui avaient autrefois arpenté ces jardins. L'une des découvertes les plus significatives a été un tuyau d'eau en plomb portant l'inscription de l'empereur Caligula lui-même. Cette inscription constitue une preuve directe du lien entre ces jardins et le célèbre empereur. Voyez-vous, l'empereur est devenu tristement célèbre, non pas pour avoir été un grand dirigeant, mais à cause de son règne tyrannique et extravagant. Son comportement imprévisible et ses décisions extravagantes l'ont rendu notoire auprès de ses contemporains. Par imprévisible, j'entends qu'il aurait apparemment envisagé de nommer son cheval comme conseiller avant de mourir, l'une des anecdotes les plus étranges et mémorables de son règne. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un penserait qu'accorder un poste officiel à un cheval serait une bonne idée. Mais cet acte symbolise parfaitement la nature capricieuse et excentrique de son gouvernement. L'histoire de Caligula reste un sujet de fascination et d'étude, en raison de ses actions et de l'impact qu'il a eu sur l'histoire romaine. Numéro 13. La plus grande plante de la planète. Shark Bay, en Australie, n'est pas seulement un paradis pour les tortues vertes et les tortues kawan, c'est aussi le foyer de la plus grande plante du monde. Je parie que tu ne devineras jamais à quel point cette plante est grande. Tu veux essayer de deviner? Xaltosmine? Oui, cette plante mesure la stupéfiante longueur de 112 miles. Cependant, il y a de nombreux détails techniques liés à ce titre. Tu vois, cette plante n'est pas un seul organisme, mais une multitude d'entre eux. Formant une prairie sous-marine, cette plante géante, connue sous le nom d'herbe à ruban de Poséidon, n'est pas seulement la plus grande plante, mais aussi le plus grand clone connu sur Terre. Avec une superficie impressionnante de 77 miles carrés, la prairie sous-marine a commencé à partir d'une seule graine il y a environ 4500 ans. Contrairement à la plupart des plantes qui se reproduisent avec une autre plante, cet organisme se clone simplement lui-même à chaque nouvelle pousse verticale qui émerge du sable. Elles sont toutes génétiquement identiques, ce qui signifie que, bien qu'il s'agisse techniquement de toutes différentes, elles forment une seule et même entité. Eh bien, comme je le dis toujours, la nature est vraiment incroyable. Numéro 12. Des experts déchiffrent des lettres cachées de Marie, reine d'Écosse. Marie, reine d'Écosse, fut une figure centrale dans la politique mouvementée de l'Europe du XVIe siècle, lorsqu'elle fut emprisonnée pendant près de 2 décennies par sa cousine, la reine Élisabeth I d'Angleterre, qui craignait que Marie ne soit utilisée par les catholiques. Pendant sa période de captivité, Marie a utilisé des codes et des lettres pour assurer sa liberté et revendiquer son trône. Ces dernières années, des chercheurs ont découvert ces lettres et ont tenté de les déchiffrer. Les lettres en question ont été découvertes dans une collection de documents conservés dans plusieurs archives européennes. Les déchiffreurs ont commencé par identifier des motifs communs et des symboles récurrents dans les lettres. Ils les ont comparés à des lettres en texte clair, connues de la même période, et ont peu à peu assemblé les pièces du code utilisé par Mary Stuart. C'est un processus incroyablement long, mais passons à ce qu'ils ont découvert. Les lettres contiennent des détails sur des alliances politiques, par exemple, les négociations secrètes de Marie avec les puissances européennes, pour obtenir leur soutien dans sa revendication du trône anglais.
Des lettres écrites par l'une des figures clés de l'histoire. Cette découverte est vraiment un rêve pour les historiens et les passionnés d'histoire. Numéro 11. La pionnière de la cartographie océanique. Mary Tharp est née à Ypsilanti, dans le Michigan. Son père travaillait comme arpenteur des sols pour le département de l'agriculture des États-Unis, ce qui a éveillé son intérêt pour les cartes et la géologie. Tharp a poursuivi des études supérieures à une époque où il était rare de voir des fans dans les domaines scientifiques. Elle a obtenu des diplômes en anglais et en musique à l'Université de l'Ohio, en géologie à l'Université du Michigan, et en mathématiques à l'Université de Tulsa. Mais, qu'a-t-elle de si important? Eh bien, tu vas voir. Mary Tharp est la fan derrière le puzzle, c'est-à-dire l'océan. Elle a été la pionnière de la cartographie des fonds marins, ce qui continue de nous aider à en apprendre davantage sur l'océan encore aujourd'hui. Le parcours scientifique de Mary a commencé lorsqu'elle a rejoint l'Observatoire géologique Llano à l'Université Columbia, au début des années 1950. À cette époque, le fond de l'océan était en grande partie inexploré et mystérieux. En fait, les gens de l'époque pensaient qu'il était relativement plat et dépourvu de caractéristiques particulières. Le rôle de Tharp était de transformer les données brutes du sonar, recueillies depuis les navires, en cartes détaillées. En traçant méticuleusement les données, elle remarqua des motifs qui suggéraient la présence d'une vaste chaîne de montagnes sous-marines, aujourd'hui connue sous le nom de dorsale médio-atlantique. Au lieu d'une surface plate et sans particularité, le fond de l'océan présentait des crêtes et d'autres formations. Au début, ces découvertes furent accueillies avec scepticisme, même par son collègue le plus proche. Cependant, des données ultérieures et la découverte de caractéristiques similaires dans d'autres parties des océans du monde ont finalement validé son travail. La théorie de l'expansion des fonds marins a constitué une partie fondamentale de la théorie plus large de la tectonique des plaques, révolutionnant la géologie et notre compréhension de l'océan jusqu'à aujourd'hui. Numéro 10. La lave la plus froide de la Terre. Savais-tu qu'il existe dans le monde une lave qui, si elle touche ta peau d'une manière ou d'une autre, ne te fera rien? Ce sera quand même une expérience douloureuse, mais bon, tu survivras. C'est ce qu'on appelle la lave carbonatite, un type de lave extraordinaire et rare qui entre en éruption à des températures nettement plus basses que la lave basaltique typique. Alors que la plupart des laves atteignent des températures comprises entre 1000 et 1200 degrés Celsius, la lave carbonatite s'écoule à une température relativement froide, de 500 à 600 degrés Celsius. C'est toujours assez chaud pour te blesser, mais la température est bien plus clémente que celle de la lave ordinaire. L'endroit le plus remarquable pour la lave carbonatique est Noel Dueño Langué, un volcan situé en Tanzanie, connu sous le nom de Montagne de Dieu. En langue masaï, Bodueño Langué est le seul volcan actif sur Terre à émettre de la lave carbonatite. Les éruptions de ce volcan produisent une lave riche en minéraux de carbonate de sodium et de potassium. Numéro 9. Le fossile de serpent géant en Inde. Au cœur de l'Inde, des paléontologues ont mis au jour des fossiles d'un énorme serpent préhistorique, un spécimen plus long qu'un bus scolaire. On pense que ce serpent, qui aurait vécu il y a environ 60 millions d'années pendant le Paléocène, est comparable en taille à la célèbre Titanoboa, le plus grand serpent jamais découvert, qui vivait en Amérique du Sud. On estime que le serpent nouvellement découvert mesurait plus de 9 mètres de long, ce qui en fait l'un des plus grands serpents jamais trouvés en Asie. À l'époque du Paléocène, la région qui correspond aujourd'hui à l'Inde était recouverte de forêts et de marécages denses et luxuriants, offrant ainsi un habitat idéal pour un serpent d'une telle taille. Ce géant préhistorique aurait chassé de grands animaux, y compris des mammifères, et peut-être même d'autres reptiles. Sa taille et sa force suggèrent qu'il était un prédateur de haut niveau, très similaire à son homologue sud-américain, le Titanoboa. Le Titanoboa, découvert en Colombie en 2009, mesurait jusqu'à 13,8 mètres de long et pesait environ 1130 kg. Le serpent indien, bien qu'un peu plus petit, partage de nombreuses similitudes avec le Titanoboa, ce qui indique que ces serpents géants étaient une réponse évolutive commune aux climats chauds et tropicaux du Paléocène. Ces serpents faisaient partie d'une lignée qui s'est adaptée à leur environnement, atteignant des tailles énormes, en profitant de l'abondance de proies dans des climats stables.
C'est l'une des créatures dont je suis heureux qu'elles aient disparu. Numéro 8. Le dernier ancêtre commun universel. Les scientifiques pensent que nous descendons tous d'un seul ancêtre, appelé Lucas. On pense que Lucas a vécu il y a environ 3,5 milliards à 4 milliards d'années, pendant les premières étapes de l'histoire de la planète. Bien que nous ne puissions pas observer directement Lucas, les chercheurs ont reconstitué ses caractéristiques probables, en étudiant les génomes des organismes modernes. Lucas était probablement un organisme unicellulaire simple, avec un code génétique similaire à celui que l'on trouve chez les bactéries et les archées. Aujourd'hui, les scientifiques pensent que Lucas vivait dans un environnement de sources hydrothermales au fond de l'océan. Ces sources fournissaient un apport riche en substances chimiques et en énergie, ce qui les rendait idéales pour l'émergence de la vie primitive. Les températures élevées et la disponibilité des minéraux auraient pu favoriser les réactions chimiques nécessaires au développement et à la prospérité de la vie. Les avancées dans les technologies génomiques permettent aux chercheurs d'explorer le matériel génétique ancien avec une plus grande précision, révélant de nouveaux détails sur l'histoire évolutive précoce de la vie. Bien que nous n'ayons pas encore trouvé d'informations plus spécifiques sur cet ancêtre commun, nous espérons que nos avancées technologiques nous permettront d'en apprendre davantage sur cette entité. Numéro 5. Il s'agit du zodiaque de Dendera. Le zodiaque de Dendera est une extraordinaire sculpture en bas-relief, datant de la fin de la période ptolémaïque, vers l'an 50 avant Jésus-Christ, ce qui en fait une pièce d'une grande ancienneté et d'une valeur historique considérable. Contrairement au signe du zodiaque que nous voyons couramment dans l'astrologie occidentale moderne, le zodiaque de Dendera organise ses signes selon un motif circulaire très particulier et distinctif. Ce dessin n'inclut pas seulement les 12 signes du zodiaque traditionnel que nous connaissons tous, mais il intègre également d'autres constellations et figures célestes, qui étaient pertinentes et significatives pour les anciens Égyptiens. L'œuvre d'art offre une vue détaillée et fascinante du ciel nocturne, montrant comment les anciens Égyptiens observaient et interprétaient le cosmos qui les entourait. Ce zodiaque n'est pas seulement un témoignage de leur connaissance astronomique, mais aussi de leur habileté artistique et symbolique. Le zodiaque de Dendera a été redécouvert par des scientifiques français lors de l'expédition de Napoléon en Égypte, à la fin du XVIIIe siècle, un moment crucial dans l'histoire de l'archéologie égyptienne. En 1820, la pièce a été soigneusement extraite et transportée en France, où elle est désormais exposée dans le prestigieux musée du Louvre, à Paris. Cependant, ce transfert a suscité la controverse, car plusieurs experts et défenseurs du patrimoine culturel affirment qu'il devrait être restitué à l'endroit où il a été découvert à l'origine, en Égypte, afin qu'il puisse être apprécié dans son contexte historique et culturel authentique. Numéro 6. Les champignons noirs. En 1986, la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, a subi une fusion du cœur catastrophique, libérant d'énormes quantités de matière radioactive dans l'environnement. La zone immédiate autour de la centrale a été évacuée et est devenue connue sous le nom de zone d'exclusion de Tchernobyl, une région présentant des niveaux de radiation dangereusement élevés. Beaucoup penseraient qu'aucune nouvelle forme de vie ne pourrait prospérer là où la radiation se propage. Cependant, des années plus tard, il s'est avéré que nous avions tort. Au début des années 1990, les chercheurs ont commencé à remarquer une étrange substance noire, qui se développait sur les murs du réacteur endommagé. Cette substance s'est avérée être un type de champignon connu sous le nom de champignon noir, ou champignon radiotrophe. Ces champignons se caractérisent par leur pigmentation sombre, due à la présence de mélanine, un composé que l'on trouve également dans la peau humaine, et qui protège contre les radiations ultraviolettes. De façon surprenante, ces créatures avaient la remarquable capacité non seulement de survivre, mais aussi de prospérer dans des environnements à forte radiation. Des études ont montré que les champignons noirs peuvent utiliser la radiation comme source d'énergie, grâce à un processus similaire à la photosynthèse. Au lieu de la lumière du soleil, ces champignons utilisent la mélanine pour convertir les radiations gamma en énergie chimique. Cela prouve que la vie ici sur Terre est déjà assez étrange en soi. Numéro 5. Des personnes qui n'ont jamais été diagnostiquées avec la schizophrénie. La schizophrénie est un trouble mental complexe qui se caractérise par des altérations des processus de pensée, des perceptions
de la capacité de réponse émotionnelle et des interactions sociales. Les symptômes incluent souvent des hallucinations, des délires et une détérioration cognitive. Les causes exactes de la schizophrénie ne sont pas entièrement comprises, mais on pense qu'il s'agit du résultat d'une combinaison de facteurs génétiques, biologiques et environnementaux. C'est un trouble effrayant, mais il y a une énigme qui l'entoure. Voyez-vous, dans toute l'histoire, il n'y a jamais eu de cas où une personne née aveugle a été diagnostiquée avec ce trouble mental. Cette découverte demeure une énigme pour les chercheurs jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer pourquoi les personnes atteintes de cécité congénitale ne développent pas de schizophrénie cutanée. La schizophrénie est généralement associée à un traitement sensoriel altéré, en particulier sous forme d'hallucinations visuelles. Étant donné que les personnes aveugles de naissance ne traitent pas l'information visuelle de la même manière, cela pourrait contribuer à l'absence de certains symptômes de la schizophrénie. Le cerveau des personnes aveugles de naissance subit également des adaptations structurelles et fonctionnelles significatives. Ces changements pourraient potentiellement modifier les circuits neuronaux impliqués dans la schizophrénie. Par exemple, le lobe occipital, qui est normalement utilisé pour le traitement visuel, est réaffecté à d'autres fonctions, comme un traitement auditif ou tactile amélioré. Si nous parvenons à comprendre la raison de ce phénomène, cela pourrait éventuellement conduire à des mesures préventives et à des traitements médicamenteux pour les personnes souffrant de ce trouble. Numéro 4. Le secret derrière la construction des anciennes pyramides égyptiennes. Depuis la chute de l'ancienne civilisation égyptienne, l'humanité est fascinée par les grandes pyramides, non seulement pour les tombes et les artefacts qu'elles renferment, mais aussi pour l'extraordinaire difficulté de leur construction. Pendant longtemps, nous nous sommes interrogés et avons spéculé sur la manière dont les habitants de l'Égypte antique ont réussi à construire les pyramides sans aucun outil moderne. Cependant, des recherches récentes ont révélé les secrets possibles de ces structures. L'un des plus anciens mystères a toujours été de savoir comment les énormes blocs de calcaire ont été transportés, certains d'entre eux pesant jusqu'à 80 tonnes. Cependant, des découvertes récentes suggèrent que les Égyptiens utilisaient un système de canaux et de bateaux pour acheminer ces blocs jusqu'au site de construction. Les archéologues ont trouvé des preuves d'une voie navigable reliant le Nil au complexe pyramidal, ce qui facilitait le transport de matériaux lourds sur de longues distances. Les experts pensent également que les anciens Égyptiens utilisaient un ancien système de rampes dans la carrière de Hatnam, dans le désert oriental. Ce système consistait en une rampe centrale, flanquée de 2 escaliers avec des trous pour des poteaux. Il est possible que les Égyptiens aient utilisé une combinaison de traîneaux, de cordes et de main-d'œuvre pour transporter les énormes pierres sur des pentes raides. Pendant longtemps, nous avons également cru que les pyramides avaient été construites par les personnes issues de la base de l'ancienne société égyptienne. Mais il s'avère que ce n'était pas le cas. Contrairement à la croyance populaire selon laquelle les pyramides auraient été construites par des ouvriers ordinaires, les preuves suggèrent qu'une main-d'œuvre qualifiée a été employée. Ces travailleurs étaient bien nourris et logés dans des villages ouvriers à proximité, ce qui indique une main-d'œuvre hautement organisée. Numéro 3. Un nuage d'alcool dans l'espace. Ce colossal nuage d'alcool découvert par les scientifiques est connu sous le nom de Sagittaire B2. Ce nuage moléculaire se trouve près du centre de notre galaxie, la Voie lactée, à environ 390 années-lumière du trou noir supermassif, situé au cœur de la galaxie. Ce nuage est l'un des plus grands nuages moléculaires connus, avec un diamètre d'environ 150 années-lumière. Parmi les différentes molécules détectées dans Sagittaire B2, les astronomes ont découvert des quantités significatives d'alcool éthylique, ainsi que d'autres molécules organiques complexes. Cela signifie, en gros, que la même substance utilisée pour fabriquer des médicaments et des bombes, ici sur Terre, n'est rien d'autre qu'un immense nuage, flottant dans l'obscurité infinie de l'espace. La détection d'alcool et d'autres molécules organiques dans Sagittaire B2 a été rendue possible grâce à l'utilisation de radiotélescopes. Ces télescopes peuvent détecter les fréquences spécifiques des ondes radio émises par différentes molécules. En analysant ces signaux radio, les scientifiques peuvent identifier la composition chimique d'objets cosmiques lointains. Numéro 2. Ressusciter le mammouth laineux. Savais-tu que les scientifiques essaient de redonner vie à des animaux disparus?
Avec notre technologie, ressusciter ces créatures n'est plus seulement réservé aux films de science-fiction ou de fantasy. Le mammouth laineux est l'une des créatures que l'on tente de ramener à la vie. Le mammouth laineux était une créature immense, semblable à un éléphant, qui a vécu pendant l'époque du Pléistocène. Recouvert d'une épaisse fourrure et doté de longues défenses recourbées, ces géants étaient parfaitement adaptés au climat froid de l'âge de glace. Ils se sont éteints il y a environ 4000 ans, probablement parce qu'ils n'ont pas réussi à s'adapter au changement de la planète et à la chasse excessive des humains anciens. Et aujourd'hui, on essaie de les ressusciter à nouveau. L'idée de ressusciter le mammouth laineux a pris de l'ampleur grâce aux avancées de l'ingénierie génétique. L'une des figures principales dans ce domaine est le Dr George Church, généticien à l'université de Harvard. La stratégie principale consiste à utiliser l'ADN du mammouth laineux, à l'extraire de restes bien conservés trouvés dans le pergélisol, et à le combiner avec l'ADN de son plus proche parent vivant, l'éléphant d'Asie. Un outil fondamental dans ce processus est CRISPR, une technologie révolutionnaire d'édition génétique, qui permet aux scientifiques d'apporter des modifications précises à l'ADN d'un organisme, en identifiant et en modifiant les gènes responsables de caractéristiques, telles que la fourrure épaisse, le stockage des graisses et la tolérance au froid. Les scientifiques ne cherchent pas à créer une réplique exacte de l'espèce du mammouth laineux, mais plutôt une combinaison entre l'éléphant moderne et la créature ancienne. Numéro 1. Les microbes d'il y a 35 milliards d'années. En Australie, des scientifiques ont déterré les microbes fossilisés les plus anciens, datant d'environ 35 milliards d'années, ce qui est tout simplement stupéfiant. Les microbes fossilisés ont été découverts dans la région de Piwara, en Australie occidentale. Cette région est célèbre non seulement pour ses paysages impressionnants, mais aussi parce qu'elle abrite l'une des formations géologiques les plus anciennes de la planète. Les fossiles représentent des micro-organismes qui ont vécu il y a 3,5 milliards d'années, à une époque où l'environnement terrestre était très différent de celui d'aujourd'hui. On pense que ces microbes font partie des premières formes de vie qui ont prospéré dans un monde dépourvu d'oxygène, et dans des conditions difficiles qui seraient hostiles à la plupart des formes de vie actuelles. Les chercheurs ont utilisé des techniques avancées pour analyser les fossiles. L'analyse a révélé que ces anciens microbes ont probablement joué un rôle crucial dans la configuration de l'environnement primitif de la Terre, contribuant au développement de ce que nous appelons aujourd'hui notre foyer. Bien que la dernière cellule ancestrale m'ait stupéfié, lequel de ces découvertes t'a semblé la plus intéressante? Dis-le-moi dans les commentaires. Et si tu connais d'autres découvertes scientifiques ou archéologiques incroyables qui t'intéressent, n'hésite pas à les partager aussi dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo.